ministre, nous avons le plaisir d'entendre cet après-midi pour la première fois devant notre commission Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame la ministre, vous connaissez le lien singulier et le lien fort qui unit le Sénat au territoire et la capacité des sénateurs à se faire le relais des préoccupations des élus locaux. Aussi, alors que votre audition s'inscrit dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, ne soyez pas étonnés que nos interrogations ne se limitent pas à la sphère budgétaire. Lors de votre audition le 29 octobre dernier, devant nos homologues de l'Assemblée nationale, vous avez insisté sur l'impérieuse nécessité qu'aucun territoire ne se sente abandonné. Objectif que nous partageons bien naturellement. L'État doit se rapprocher des territoires et trouver les moyens de répondre aux demandes d'accompagnement des élus des communes les plus rurales. Cette audition constitue donc pour nous l'occasion de faire un point sur une réforme au centre de l'attention de la Commission, la réforme des ZRR, désormais rebaptisée France Ruralité Revitalisation, ainsi que sur l'action qu'entend mettre en œuvre le gouvernement pour dynamiser les territoires en tenant compte de leur singularité, mais aussi faire mûrir, accompagner les projets de développement. Premier sujet, le zonage en France Ruralité Revitalisation. Madame la ministre, vous le savez, c'est une question qui tient particulièrement à cœur du Sénat et de notre commission. Notre collègue Rémy Pointereau a dès 2019 insisté sur la nécessité que soient révisés les critères de classement des communes afin de tenir compte avec davantage de justesse des fragilités des territoires ruraux. Ce travail a été prolongé en 2023 et a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi en mai de la même année. Comme vous le savez, le projet de loi de finances pour 2024 a réformé le dispositif des ZRR, mais celui-ci a eu pour effet malheureux d'écarter près de 2200 communes qui en bénéficiaient auparavant. Alors que le Sénat a alerté à de nombreuses reprises sur les effets de bord de la réforme, le projet de loi de finances pour 2025 procède à la réintégration de ces communes sortantes, ce que nous saluons unanimement. Néanmoins, à la lecture de l'article 27 du projet de loi de finances, nous constatons que le classement de ces communes rattrapées n'est prévu qu'à titre dérogatoire et à titre transitoire jusqu'en 2027. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous faire part des raisons qui ont justifié une telle décision ? Pourquoi, plutôt qu'une mesure qui semble faire office de rustine, ne pas avoir choisi une révision des critères de classement pour assurer une meilleure sécurité juridique du dispositif et permettre aux communes concernées de s'inscrire dans le temps long ? Je souhaiterais également évoquer avec vous les crédits du programme 112 intitulé « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement dont vous avez la responsabilité ». Ce programme porte en outre sur les crédits des maisons France Service dont la Cour des comptes, dans un récent rapport paru en septembre dernier, a souligné les réussites et la satisfaction de nos concitoyens à leur égard. Toutefois, la Cour estime que le réseau pourrait davantage tenir compte des spécificités des territoires et gagnerait à mieux connaître les publics qui les composent. Ma question sera donc simple. Quelles sont les mesures envisagées pour répondre à ce besoin toujours grandissant de proximité ? Le tour d'horizon des dossiers composant votre portefeuille sera incomplet si nous n'évoquions pas le fonds vert. Les élus locaux apprécient la mécanique du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires en raison de la facilité d'accès aux crédits mobilisables sur présentation d'un dossier et la gestion déconcentrée par les préfets qui garantit un versement des sommes par un tiers ayant une bonne connaissance du territoire. Sa dynamique s'est poursuivie cette année avec plus de 12 000 dossiers déposés par les collectivités et près de 5 000 projets financés. Cependant, les autorisations d'engagement ont drastiquement chuté pour n'atteindre que 1 milliard d'euros au lieu de 2,5 milliards en loi de finances initiale, montant diminué en cours de gestion du fait des gels et annulations de crédits. J'aimerais connaître votre sentiment quant à l'avenir de cette enveloppe qui participe à la transition concrète des territoires grâce à des projets d'adaptation et d'atténuation. Prévention des inondations, recyclage des friches, rénovation des bâtiments publics, renaturation, recul du trait de côte, etc. Face à l'intérêt indéniable des sommes mobilisées et du fait des puissants effets de levier de ce type de soutien public, quel choix cornélien serez-vous contrainte de faire sur l'autel de la rigueur budgétaire ? Madame la ministre, je ne serai pas plus long et je vous cède la parole pour répondre à ces questions liminaires. Je laisserai ensuite intervenir notre rapporteur budgétaire sur les crédits relatifs à la politique des territoires. Je veux citer Louis-Jean de Nicolaï. S'ouvrira bien entendu une séquence de questions qui est déjà bien remplie
et de réponse avec l'ensemble des commissaires. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis évidemment très heureuse d'intervenir devant votre commission sur le thème de l'aménagement du territoire dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Évidemment, Monsieur le Président, je mesure le lien singulier et fort, comme vous l'avez qualifié vous-même, entre le Sénat et nos territoires. L'action territoriale de l'État est évidemment essentielle au développement des territoires et doit être préservée, y compris dans des périodes de contraintes budgétaires fortes. Je n'insiste pas sur le contexte très particulier dans lequel ce projet de loi de finances a été élaboré. Vous connaissez tous le calendrier serré et nous devons en parallèle fournir un effort budgétaire exceptionnel qui exige évidemment un sursaut collectif de toutes les composantes de l'action publique dont nous ne pouvons nous détacher. Alors, j'ai bien noté, Monsieur le Président, votre première interrogation concernant les ZRR devenus FRR et notamment le rattrapage des 2168 communes. Beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation, à savoir les modifications qui avaient été proposées par ma prédécessrice sur l'évolution des ZRR, une approche gouvernementale dans le cadre du projet de loi pour 2024. Derrière, effectivement, un arbitrage de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal au mois de juin 2024. Et ce n'est pas à vous que je vais dire que ce qu'un texte de loi a fait, seul un texte de loi peut le modifier. D'où évidemment l'outil législatif retenu qui est ce projet de loi de finances pour 2025 pour notamment réintégrer les 2168 communes concernées. Alors très concrètement, quand on regarde ce qui a été bâti, les communes qui sont les communes FRR sont effectivement pour l'immense majorité d'entre elles des communes dont le zonage est un zonage qui s'étend jusqu'à 2030. Pour autant, les 2168 communes qui, elles, ont été réintégrées après avoir été sorties à la lecture des critères qui avaient été mis en place sont effectivement réintégrées jusqu'à la fin de l'exercice 2027, avec évidemment un effet rétroactif à 2024, puisqu'au moment où nous nous parlons, elles n'étaient pas concernées. Alors après, bien évidemment, à partir du moment où nous parlons du projet de loi de finances, le gouvernement sera évidemment vigilant à regarder les différentes propositions qui pourront être proposées. Je rappelle pour autant qu'on est quand même sur des communes qui aujourd'hui ne répondent pas aux critères qui ont été les critères définis tels qu'ils ont été adoptés par la représentation nationale. Je rappelle que dans le projet de loi de finances pour 2025, il y a également l'application d'un régime de zonage intégral des communes nouvelles créées au 1er janvier 2024, dont au moins une commune est classée en FRR et dont les autres communes sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l'INSEE. C'est important de le dire parce que ça faisait partie des éléments des débats que vous avez bien voulu évoquer et qui ont été repris à la suite des débats que vous avez eus à l'époque sur le sujet. Alors, l'aménagement du territoire repose évidemment sur la contractualisation comme sur l'expertise et l'appui. Ce programme est le ferment du rôle de l'État au plus proche de nos concitoyens, un soutien quotidien aux collectivités, aux élus, à ceux qui vivent dans notre pays. Et vous le savez, nous avons deux axes. Nous avons une démarche contractuelle et partenariale, c'est le programme Aménagement du territoire qui porte la part de mon ministère au contrat de plan État-région, au contrat de réussite de transition énergétique. L'extinction des paiements des précédentes générations conduit à une réduction budgétaire qui rend cette part minoritaire. Le programme 112 porte également une partie des financements des pactes territoriaux. L'action spécifiquement dédiée de l'État à un espace territorial particulier sur la base de problématiques spécifiques qui permet à l'État d'intervenir, par exemple l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Nous avons également un aménagement du territoire qui repose bien sûr sur la démarche d'expertise et d'appui aux citoyens, aux élus, aux collectivités, qui passe par les moyens qui sont portés par la Direction générale des collectivités, mais aussi par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Vous avez, Monsieur le Président, parlé de proximité. Vous savez qu'évidemment, la proximité est au cœur des programmes portés par mon ministère. L'État a développé évidemment plusieurs dispositifs.
La proximité avec les habitants, ce sont les maisons France Service sur lesquelles vous m'avez interrogé. Ce modèle d'accès aux services publics qui place aujourd'hui la quasi-totalité de nos concitoyens à moins de 20 minutes d'un lieu où ils sont accompagnés, écoutés. 11 opérateurs, bientôt 12, puisqu'au 1er janvier, nous aurons l'arrivée de l'URSSAF en 1er janvier 2025, sont directement impliqués au travers de plus de 2800 établissements. Ce sont plus d'1 million de contacts chaque mois, avec un taux de satisfaction supérieur à 85%. J'insiste sur ce taux de contact de plus d'1 million chaque mois. C'était l'objectif 2026. Il est atteint au moment où je vous parle. C'est assez rare qu'on dépasse les objectifs, donc c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur ce point. 65 millions sont consacrés à cette action vitale dans l'esprit de service qui nous anime. Et incontestablement, ce programme suit la trajectoire de progression décidée en 2023. Nous allons ajouter 5 000 € de fonctionnement par maison et nous valorisons particulièrement les zones rurales qui auront 5 000 € de plus pour celles dans France Ruralité Revitalisation, ce qui veut dire qu'elles seront à un total de 50 000 €, ce qui permet un fonctionnement important. Et bien évidemment, nous avons un système d'évaluation régulière, ce qui permet, Monsieur le Président, de répondre à la question que vous avez posée sur la proximité, parce que évaluer, c'est évaluer évidemment le fonctionnement de la maison dans son environnement, et notamment en échangeant avec les élus des territoires, ce qui permet de regarder si nous répondons bien à l'objectif premier, qui est celui de la proximité avec nos concitoyens. J'insiste pour dire que les personnels sont des personnels qui font l'accueil, et qu'ensuite, bien évidemment, les missions sont en fait effectuées par les représentants des organismes qui sont en lien avec les maisons France Service. Nous avons également, dans la notion de proximité avec les élus, une offre d'ingénierie forte. Aucun territoire ne doit se sentir exclu de l'appui technique. Aucun territoire ne doit se sentir privé du développement de son projet parce qu'il n'a pas les moyens de les mener. C'est la vocation de l'offre de service dont l'ANCT est l'intermédiaire et qui fait les rapprochements évidemment nécessaires avec les autres établissements publics porteurs d'ingénierie. Je pense notamment au CEREMA. Je peux aussi évoquer l'appel d'offres qui est passé par l'ANCT qui permet l'accès ensuite à des prestations d'ingénierie. Vous savez qu'il y a également des dispositifs d'accompagnement adaptés au territoire pour territorialiser l'action publique de l'État en soutien au territoire. Village d'avenir de 1500 projets portés par des communes de moins de 3500 habitants sur 95 départements financés par l'État, animés par 120 chefs de projet au premier trimestre 2024. C'est un coût de 8 millions d'euros. Petites villes de demain, ce sont plus de 1600 collectivités, pour la plupart rurales, engagées pour 5 ans, donc jusqu'en 2026, toute la durée du mandat, avec près de 3 milliards d'euros portés par l'État, directement ou via ses agences. 1187 ont signé une opération de revitalisation des territoires. Plus de 900 chefs de projet sont financés par l'État et ses partenaires, à hauteur de 75%. Action Cœur de Ville, c'est le soutien aux communes de 10 000 à 100 000 habitants, dans une politique partenariale décentralisée déconcentrée qui déploie là aussi des aides en ingénierie et en investissement pour rénover les logements, les commerces, les espaces publics des cœurs de ville en mobilisant les partenaires que sont Action Logement, l'ANA ou encore la Banque des Territoires. Nous avons 245 communes dans ce programme, avec plus de 9 milliards d'euros déjà engagés, 275 000 logements subventionnés, notamment au travers de MaPrimeRénov', près de 30 000 logements réhabilités ou construits par Action Logement, plus de 500 locaux commerciaux soutenus par le Fonds de restructuration des locaux d'activité dans 51 villes, 233 villes couvertes par une opération de revitalisation des territoires, près de 1000 dossiers soutenus par le Fonds vert, soit 400 millions d'euros. Et enfin, le programme Territoire d'industrie, volet territorial de la politique industrielle, qui repose sur l'accompagnement des bassins d'emploi les plus industriels dans leur stratégie de développement. Il y en a 183, associant 603 établissements publics de coopération intercommunale et représentant plus de 2 millions d'emplois. Ensuite, l'État, évidemment, accompagne l'investissement des collectivités. Nous prévoyons dans le PLF, la copie État du PLF prévoit le maintien des montants de la DSIL et de la DETR. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, l'évolution du Fonds vert. Nous sommes toujours dans cette notion d'accélérer la transition énergétique des territoires en accompagnant les collectivités territoriales. Alors effectivement, le projet de loi de finances pour 2025 actait et a été voté un montant de 2,5 milliards d'euros. Je me permets de vous rappeler, mesdames et messieurs les sénateurs, que le gel de début d'année avait arrêté le programme à 2 milliards d'euros et que si je regarde ce qui a été consommé au titre de l'exercice 23, nous étions à 1,7 milliard. Donc je prends bien évidemment au minimum le point de 700 millions d'écart et je mets en avant l'important effet levier du Fonds vert
puisque pour 1 euro de fonds vert, on constate 7 euros. C'est dire l'importance de ce programme avec des résultats en termes d'impact écologique qui sont démontrés avec notamment des économies d'énergie de 50% pour la rénovation des bâtiments publics et des écoles. Je me permets aussi de dire que de plus en plus, les projets de DETR font l'objet de projets, enfin les utilisations de DETR viennent souvent sur des projets qui sont également des projets de verdissement, pardon. Et nous aurons peut-être un jour à avoir une réflexion justement sur ces différentes dotations et peut-être sur leur fléchage de plus en plus vers des démarches qui sont des démarches environnementales. Pour 2025, je souhaite d'ailleurs commencer ces travaux de rapprochement avec les autres dotations de l'État parce que nous savons combien il est important d'aider les collectivités dans leur démarche de verdissement. Et je rappelle le rôle des préfets, des sous-préfets pour guider les élus vers les dispositifs les plus appropriés. Alors, je parlais tout à l'heure du dispositif France Service. Nous savons j'ai quelques statistiques à partager avec vous parce que je crois qu'il est important que je vous fasse un retour d'expérience sur l'utilisation de ces maisons France Service. Un visiteur sur 5 a mené des démarches liées à sa retraite auprès de la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail, la CARSAT, ou de la mutuelle sociale ou de la MSA. Pratiquement autant s'est préoccupé de ses titres d'identité et de voyage avec France Titres ou la NTS. 17% ont échangé avec la Caisse primaire d'assurance maladie sur des sujets touchant à leur santé pour 13%. 13% ont compté sur la Caisse d'allocation familiale et France Travail pour leur démarche de solidarité et d'insertion. 12% ont été en rapport avec la DGFiP pour évoquer leurs impôts. Je voudrais devant vous exprimer le fait que la Poste, le ministère de la Justice, l'ANA, Chèque Énergie apportent même leurs compétences au quotidien. Je suis également, je vous l'ai dit, très vigilante à l'évaluation de la performance de ces structures et bien évidemment l'évaluation des usagers, parce que je pense que c'est comme cela que nous pouvons effectivement ne pas nous contenter d'un succès rencontré, mais au contraire poursuivre pour répondre le mieux possible aux demandes des élus et de nos concitoyens sur les territoires. Nous avons des partenaires qui ont aussi envie de s'impliquer. Je pense à la Poste qui, sur certains de ses locaux, je pense à la SNCF également, qui seraient prêts eux aussi à travailler avec nous sur ces sujets. Enfin, j'ouvre la réflexion sur, bien évidemment, un sujet qui est celui de la notion en fait d'échange entre les collectivités, différentes strates, parce que ça existe déjà beaucoup en matière de cofinancement, mais je pense qu'on pourrait aussi l'avoir sur l'accompagnement technique. Je pense notamment à ce qui se passe en matière d'ingénierie. L'État local est souvent animateur et je pense que c'est un rôle qu'il doit conserver. Je vous l'ai dit, je connais les liens entre les collectivités et je pense qu'il est toujours important de faciliter la manière dont on peut travailler ensemble et dans les démarches de simplification et d'économie que nous aurons à voir. Peut-être que nous aurons à travailler ensemble sur des dossiers dont on parle depuis des années, mais pour lesquels nous ne sommes jamais allés à terme. Je prends l'exemple des instructions uniques sur certains des dossiers où, pour les collectivités, il y a X dossiers à faire alors qu'il s'agit du même projet. Je pense que là, nous avons des démarches de simplification que je serais ravie de travailler avec votre commission, Monsieur le Président, dès lors que nous aurons fini la partie budgétaire. Vous m'avez invité à sortir du budget strictement budgétaire. C'est la raison pour laquelle je me permets moi aussi de travailler à vos côtés sur le sujet. Je pense que nous devons être innovants, trouver le bon niveau de soutien pour les élus comme pour les collectivités. Et c'est évidemment dans cette démarche que je m'inscris à vos côtés et qui participe de la volonté de dialogue du gouvernement. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur budgétaire sur les crédits relatifs à la politique des territoires. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite intervenir en ma qualité de rapporteur budgétaire pour avis sur les crédits relatifs à la politique des territoires, donc à la fois sur les crédits des missions cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales, sur 4 enjeux de ce projet de loi de finances pour 2025. Premier enjeu, le budget accordé au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire pour sa section locale, le FNADT. Pour rappel, ce fonds sert à financer des projets portés par les collectivités locales et les acteurs locaux, avec pour objectif dynamiser le développement des territoires et de réduire les disparités régionales. Entre la loi de finances initiale pour 2024 et le PLF 2025, le montant de la section locale de FNADT dégringole de près de 84%, passant de 134 millions d'euros à 21 millions d'euros pour 2025. Or, Madame la Ministre, ainsi que le fait apparaître la documentation budgétaire,
Les montants contractualisés dans le cadre des CPER sont considérables et atteignent pour les contrats 2021-2027 près d'1 milliard d'euros, sans compter les montants qui doivent encore être décaissés pour les contrats des précédentes générations. En conséquence, je m'interroge et je vous interroge sur cette diminution sèche et, si vous me le permettez, quelque peu sévère. Ma question est donc la suivante. Comment justifiez-vous cette baisse du FNADT dans sa section locale? Deuxième enjeu, le soutien et le financement des opérateurs du programme 112, et notamment l'ANCT. Les crédits alloués à l'ANCT diminuent et passent de 80 millions d'euros à 64 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 21%. Je salue le réalisme budgétaire, bien évidemment, et la nécessité de faire mieux, ou à tout le moins aussi bien, avec des moyens inférieurs. Ces efforts budgétaires sont nécessaires et ils relèvent de notre responsabilité en tant que parlementaires. Je profite à ce propos de cette intervention pour recueillir globalement votre ressenti sur le sujet des agences et leur multiplication. J'avais qualifié dans mon dernier rapport pour avis ce phénomène d'archipélisation des agences, alors que le sujet de la multiplication de ces dernières est récemment réapparu dans le débat public. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur ce sujet important de rationalisation et de bonne gestion des deniers publics. Troisième enjeu, les crédits destinés au plan Marseille en grand. Je me concentrerai pour mon intervention sur les 56 millions d'euros de crédits ouverts sur le programme 119, Relations avec les collectivités territoriales, au titre du financement du volet école de ce plan massif estimé à 5 milliards d'euros d'investissement. La Cour des comptes, dans un rapport accablant paru le 21 octobre dernier, fait état d'un suivi lacunaire au niveau de l'État et se révèle particulièrement critique sur la mise en œuvre. Ma question sera donc la suivante. Estimez-vous que ce plan a encore un avenir dans un contexte où les dépenses budgétaires sont de plus en plus contraintes? Ne faudrait-il pas, en ce sens, réfléchir à une rationalisation des crédits destinés à ce volet école au sein de la loi de finances pour 2025? Enfin, quatrième enjeu, et je souhaite aborder dans le sens du président sur la réforme des ZRR. L'article 27 de la première partie du PLF a été voté par les députés, mais amendé au bénéfice d'une prolongation du dispositif jusqu'en 2030 et non jusqu'en 2027, tel que vous le conceviez. Certes, la première partie du PLF a été rejetée et il revient au Sénat maintenant de procéder à l'examen initial de l'article. Mais cette réforme ne fait visiblement pas l'unanimité, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Alors, quelles sont donc les pistes, vous en avez parlé, que vous envisagez pour le futur? Je vous en remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le rapporteur général. Donc, sur le FNADT, effectivement, on a une baisse importante. Pour autant, une préservation des moyens d'intervention pour les programmes de l'ANCT, France Service, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Les enveloppes locales du FNADT sont abaissées de manière transitoire, mais bien évidemment, nous sommes aussi dans une extinction progressive des précédents contrats de plan et nous sommes sur une notion de lissage des paiements parce que quand on regarde, et vous imaginez, monsieur le rapporteur, que c'est ce que nous avons fait, nous avons regardé comment étaient exécutés les crédits du FNADT et je me permets de rappeler à la représentation nationale que nous avons une sous-exécution des crédits qui sont liés notamment à, si vous me passez cette expression, au temps nécessaire pour la réalisation et les paiements et c'est la raison pour laquelle ce choix a été fait. En ce qui concerne votre deuxième élément sur l'archipélisation, je partage complètement ce que vous avez dit et vous savez que le Premier ministre a donné consigne à chacun des ministres de regarder quelles étaient les agences dans son domaine de responsabilité et derrière de procéder à une analyse, si vous me passez l'expression un peu rapide, de bénéfice-coût, en d'autres termes, à quoi sert l'agence et combien elle coûte, et derrière de pouvoir travailler sur le sujet qui sera celui d'une rationalisation. Avec en parallèle, je me permets de le dire à ce moment-là, le sujet également du rapport du maire président de l'agglomération de Charleville-Mézières sur les normes. J'ai, avec Laurent Saint-Martin, le ministre des Comptes, confié une mission
à Boris Ravignon pour qu'il approfondisse les termes de ce rapport, de façon à ce que nous regardions les normes non pas sous l'aspect finalement de ce qu'elles pourraient potentiellement produire, mais sur l'aspect du coût qu'elles pourraient générer. L'objectif étant là aussi d'arriver assez rapidement avec, pour être tout à fait concrète, des trains de mesures de suppression de normes. Et c'est d'autant plus vrai que, vous le savez, lorsque l'on parle avec Gilles Carrez, le président du Conseil national d'évaluation des normes, il ne manque jamais de rappeler que certes il est consulté, mais que assez régulièrement le gouvernement passe outre l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Je crois qu'il y a là une source d'économie non négligeable. Ensuite, en ce qui concerne le sujet de Marseille en grand. Alors, je voudrais d'abord me permettre de rappeler, monsieur le rapporteur du budget, qu'il y a un premier élément, c'est que le rapport de la Cour des comptes, avec tout l'intérêt que nous devons lui porter, était une photographie à fin décembre 23. Et je me permets de le dire parce que le jour de la remise de ce rapport, j'étais précisément à Marseille avec le préfet Mirmand et j'ai fait un point global sur ce dossier. Et très concrètement, il m'a donné évidemment des détails tout à fait importants et je rappelle que dans Marseille en grand, sur le sujet spécifique des écoles, le sujet concerne la rénovation de 188 écoles sur 478 en fonctionnement, c'est 40% des établissements et on a vraiment un sujet d'indignité des conditions d'accueil des enfants dans les écoles. Si je regarde comment les travaux ont été organisés, on a eu des échanges, vous savez que quand on parle école, par définition, on est sur les compétences de la mairie. Ça a nécessité un peu de temps pour travailler avec la ville de Marseille. Les travaux aujourd'hui sont connus jusqu'en 2028 avec un objectif de 81 écoles livrées, c'est-à-dire 43% de l'objectif. Nous avons une première vague de 14 écoles, 10 ont été livrées, 6 en septembre, 4 d'ici le mois de décembre, c'est-à-dire là en 24. Nous avons en 25 la fin des 4 écoles de la vague 1, puis nous avons 31 écoles qui font l'objet, l'appel d'offres ingénierie a été lancé. En 26-27, nous avons la livraison de 31 écoles de vague 2 et le début des chantiers de vague 3 pour 36 écoles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a considérablement avancé sur ce chantier. Une sous-préfète chargée de ce dossier est arrivée il y a maintenant, c'était il y a mi-24 pour être tout à fait précise. Maintenant, je suis parfaitement consciente de l'importance de la totalité de ce programme et de la nécessité incontestablement d'une coordination de la totalité du programme, parce que vous parlez des écoles, mais je pense également à tout le sujet transport, je pense également à tout le sujet logement, qui sont des sujets absolument majeurs. Et le Premier ministre a souhaité d'ailleurs que nous revisitions l'ensemble des différents chantiers. C'est vous dire si nous sommes extrêmement vigilants sur ce dossier, monsieur le sénateur. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, oui, je veux bien qu'un sursaut collectif, c'est l'expression que vous avez employée en introduction, s'impose à tous face à l'état de nos finances publiques. Mais non, quand même pas. L'effort imposé aux collectivités n'est pas proportionné. 5 milliards prélevés, FCTVA, fonds de précaution, et gel de la DGF et de la fraction reversée de la TVA, et saigné dans le fonds vert et les subventions d'investissement, sans compter les baisses de crédit aux missions locales ou encore aux contrats aidés, et j'en passe. Au final, si on y regarde bien, de manière directe ou indirecte, c'est la moitié des économies de 25 milliards du PLF que supporteront les collectivités. Cela soulève la consternation, la désolation, les protestations en tout cas, parmi les élus et de tous les niveaux de collectivité. Donc très simplement, Madame la Ministre, comment assumez-vous les deux traductions concrètes pour nos territoires de cette restriction d'ampleur? D'abord, la détérioration de services publics locaux qui va en résulter avec des problématiques impossibles d'arbitrage pour les élus locaux. Nous avons tous des remontées alarmistes de leur part. Et deuxième traduction concrète, la récession qu'entraînera d'une certaine façon cette atteinte lourde à l'investissement local. C'est l'activité économique, c'est l'emploi dans les territoires qui vont souffrir, et ce sont les investissements de la transition écologique décentralisée qui vont en pâtir. Madame la Ministre, comment animer le partenariat avec les territoires quand le PLF
envisage ceci comme, pour reprendre l'expression d'André Léniel, des variables d'ajustement budgétaire considérables de l'État. Enfin, dans ce contexte budgétaire hostile, ne pensez-vous pas qu'il faut au moins ouvrir la liberté aux territoires en charge des mobilités d'actionner davantage le levier du versement mobilité pour Corps Île-de-France, aussi la promesse d'équité territoriale puisse concrètement progresser pour les transports du quotidien. Merci. La parole est à Olivier Jacquet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous poser une question de saison. C'est bien entendu celle du budget, mais aussi, dès qu'arrive le mois de novembre, on pense aux cadeaux de Noël et à l'angoisse des cadeaux de Noël, mais encore de savoir si les trains arriveront à l'heure. Je vous interroge comme rapporteur pour avis au transport routier. Et bien évidemment, je souhaiterais évoquer les mobilités du quotidien, sujet appelé à constituer l'une des priorités de votre ministère, si j'en crois vos récentes déclarations et celles de François Durovray, entendues il y a 2 semaines par notre commission. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale le 29 octobre dernier, vous avez annoncé qu'une réflexion était en cours sur de possibles évolutions du versement mobilité. Les débats sur le PLF ont permis de mettre de nombreuses options sur la table. Déplafonner le VM ou bien en rehausser le plafond dans les AOM de province. Permettre aux régions de bénéficier du VM. Contribuer au développement des SERM en tant qu'AOM régional ou pour mettre en place des services de mobilité en se substituant aux comités de communes non saisis de la compétence mobilité. Ou encore déplafonner le cumul entre VM et versement mobilité additionnel au bénéfice des syndicats mixtes et SERU. Aucune de ces pistes, comme on le sait, n'a cependant passé le cap de l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'est dit ouvert au fait de flécher une part du VM vers les régions pour financer les SERM. Cette proposition ne semble cependant pas faire l'unanimité, notamment parmi les intercommunalités, qui y voient un risque de perte de marge de manœuvre pour prélever le VM sur leur propre tissu économique. Dès lors, j'aimerais savoir comment vous envisageriez l'articulation d'un VM régional avec le VM actuel prélevé par les AOM locales. D'autres recettes pourraient potentiellement être fléchées vers les régions, comme le produit du système d'échange de quotas d'émissions, comme l'avait d'ailleurs préconisé le Sénat, ou encore les recettes tirées des concessions autoroutières. Que pensez-vous de ces pistes de financement ? J'ajouterai à cette liste l'écotaxe sur les poids lourds, qui peut être mise en place depuis le 1er janvier dernier par les régions susceptibles de subir un report significatif de trafic de poids lourds du fait de l'instauration d'une éco-contribution sur un territoire limitrophe. La nécessité de doter les régions de ressources financières dédiées au transport, qui soient neutres pour le budget de l'État, ne justifierait-elle pas de rouvrir le débat sur une généralisation de l'écotaxe ? Je souhaite enfin évoquer la problématique des mobilités en zone peu dense, qui me tient particulièrement à cœur. Entre la baisse de 60% des autorisations d'engagement allouées au fonds vert en 2025, l'amputation des moyens de l'ADEME et les 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités territoriales, le contexte budgétaire ne fera que fragiliser encore davantage la capacité des petites collectivités à développer des projets de mobilité. Madame la ministre, nous fêterons dans quelques semaines le 5e anniversaire de la LOM, qui avait fixé l'objectif de mettre fin aux zones blanches de la mobilité. Ne serait-il pas temps d'aller au bout de cette ambition en permettant aux AOM des zones rurales de disposer d'une ressource pérenne à l'abri des aléas budgétaires pour développer leur offre de mobilité? Le VM peut sembler un outil tout indiqué. Or, comme vous le savez, de nombreuses communautés de communes sont dans l'impossibilité de prélever cette ressource. La loi conditionnant la possibilité de lever le VM au fait d'organiser des services réguliers de transport public de personnes, ce qui est rarement pertinent en zone peu dense. Quel regard portez-vous sur l'idée d'élargir la possibilité de lever le VM dans les communautés de communes en prenant en compte un bouquet de mobilité, comprenant notamment le covoiturage et le transport à la demande? À défaut, et dans l'hypothèse où les régions se verraient autorisées à lever le VM, celles-ci pourraient-elles jouer un rôle pour soutenir les projets de mobilité des communautés de communes AOM qui n'ont pas la possibilité d'utiliser cet outil ou qui n'ont pas les ressources fiscales pour le faire?
Je souhaite enfin aborder le leasing social, dont la reconduction en 2025 a été annoncée par le gouvernement, mais dont les contours restent flous. Selon des chiffres publiés il y a quelques semaines, en 2024, le leasing social aurait majoritairement bénéficié, à plus de 60%, aux déciles de revenus 4 et 5, alors que la cible annoncée portait sur les ménages les plus modestes. Des articles de presse ont en outre dénoncé le fait que des étudiants de grandes écoles de commerce en stage, bien qu'issus de milieux aisés, aient pu bénéficier du dispositif. Avez-vous eu connaissance de ce type d'effet d'aubaine et comment entendez-vous les corriger? Surtout, allez-vous mettre à profit cette première expérience pour cibler plus efficacement les ménages précaires, notamment dans les zones périurbaines et rurales, où la dépendance à la voiture est la plus forte. Pour ce faire, quel regard portez-vous sur l'idée d'ouvrir le leasing social aux véhicules électriques d'occasion qui sont plus abordables et dont le marché commence à se développer? Selon l'Aver et Mobiliance, 28 000 voitures électriques d'occasion ont été vendues au premier trimestre 2024. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Simon Husenat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors moi je vais parler plus avant du programme 112, mais tout d'abord sur la petite partie introductive quand même, dans la continuité de ce que notre collègue Jacques Fernic a pu évoquer, mais on a eu l'occasion d'en échanger mercredi dernier lors du débat organisé au Sénat sur les finances publiques locales. On sait très bien que l'objectif principal de votre gouvernement, c'est la réduction du déficit qui a été très largement creusé par les décisions de vos prédécesseurs. Et la réalité, c'est que les collectivités n'ont aucune responsabilité dans ce déficit. Sur la dette, elles ont une part marginale, mais elles n'ont pas de responsabilité dans le déficit. Et en faire porter la responsabilité, ou même une partie aux collectivités, est en réalité un montage, parce que comme ces dernières années, nous avons réduit leur autonomie financière et fiscale et remplacé cette autonomie par des dotations de l'État, dire qu'ensuite ces dotations pèsent sur le budget de l'État, il y a là une forme de malhonnêteté. Ce n'est pas votre discours évidemment, mais c'est important de rappeler ces réalités. Sur le programme 112, les chiffres là sont aussi assez édifiants, mais finalement en cohérence avec la démarche globale de programmation budgétaire de votre gouvernement, moins 37,6%, en autorisation d'engagement c'est moins 150 millions d'euros. Alors on est, c'est vrai, sur de l'ingénierie, et donc on peut peut-être se dire de façon très cynique que comme on va couper une bonne partie des crédits aux collectivités, qu'elles vont moins investir. Par la force des choses, elles ont moins besoin d'ingénierie et de soutien en la matière. Il y a une forme de cohérence dans le dispositif, mais pour autant, les questions et les inquiétudes demeurent. Sur l'ANCT, le rapporteur l'a évoqué, 18 millions d'euros de moins, c'est plus de 20% de diminution, alors même que les besoins d'accompagnement des collectivités, en particulier des petites communes, les communes de moins de 1000 habitants, restent très importants, même dans le contexte que nous connaissons de raréfaction de la ressource publique. Sur la FRR, je ne m'étendrai pas parce que les questions et les interrogations étaient bien posées, en particulier par le président de la commission et par le rapporteur. Nous partageons cela et le besoin de visibilité pour les collectivités, en particulier qui ne seront concernées que jusqu'en 2027. Sur Village d'avenir, quand même, là aussi, des discours très volontaristes, mais des interrogations en fonction des réalités locales. Si je prends l'exemple du Morbihan, que je connais plutôt bien, chef de projet devait être recruté au mois de février. Finalement, au bout de quelques semaines, elle se retire et son remplaçant est arrivé au mois de novembre. Donc, j'espère que les exemples ne se multiplient pas de cette manière-là, parce que la réalité, c'est que pour le Morbihan en 2024, Village d'avenir, c'est quasi égal à 0. Sur les tiers-lieux, là en lien aussi avec la NCT, 80% de baisse de crédit. Donc je pense que nous serons nombreux dans les prochains jours à nous mobiliser pour faire en sorte que ce soutien justement à ces espaces qui sont indispensables, notamment dans les territoires ruraux, puisse bénéficier du soutien attendu. Cette chute brutale par rapport au crédit de 2024 n'est pas compréhensible et met en danger de nombreux projets. Sur territoire d'industrie, on a été nombreux là aussi à réagir à la crise qui semble se profiler avec de nombreux plans sociaux annoncés. Comment entendez-vous mobiliser ce dispositif qui a bénéficié de 70 millions d'euros au titre du Fonds vert
dans le contexte que nous connaissons avec des suppressions d'emplois en cascade. Sur France Service, là aussi, beaucoup a été dit, mais d'une certaine manière, le chiffre que vous donnez sur le nombre de contacts témoigne bien aussi de cette chute de la couverture en service public, en particulier dans les territoires ruraux, et donc du besoin légitime de nos concitoyens de pouvoir trouver des interlocuteurs. Alors, on prend bonne note de la hausse de la participation de l'État, 5 000 € et 10 000 € pour les France Service en FRR, mais pour autant, il faut rappeler ici que les France Service en ruralité coûtent beaucoup plus cher. Donc oui, on peut dire on fait le double, mais la réalité, c'est que ce soit les plus 5 000 ou les plus 10 000, la participation de l'État, elle reste de notre point de vue insuffisante, alors même que les 12 opérateurs en intégrant l'URSSAF sont exclusivement des opérateurs nationaux et que ces services étaient assurés et financés par l'État. Je voudrais terminer en évoquant 2 points, les CPER, parce que là nous sommes en lien avec le programme 112. J'avais eu l'occasion de vous interroger sur ce sujet mercredi dernier. Vous m'aviez répondu que nous pouvions avoir quelques inquiétudes sur les crédits de paiement pour 2025. Alors qu'en est-il précisément, parce que il y a les CPER, il y a les CRTE évidemment, et là plus globalement le sujet de la transition écologique qui pose quand même quelques interrogations. C'est un peu le brouillard dans la répartition des rôles entre vous et puis votre collègue Madame Pannier-Runacher, parce qu'a priori c'est vous qui avez la main sur le fonds vert, sur d'autres dispositifs c'est votre collègue. Pour les territoires ruraux, la lisibilité est pas évidente, et puis sur les crédits consommés par rapport au fonds vert, là aussi les élus quand même ont bien entendu les signaux qui étaient envoyés dès le début de l'année 2024, et donc dans beaucoup de territoires ils n'ont pas jugé opportun de déposer des projets parce qu'ils voyaient bien que c'était finalement peut-être une voie sans issue. Et vous-même vous reconnaissez que DETR, DSIL permettent de financer aussi des projets qui ont été orientés parfois par les préfectures. Donc moi sur le niveau de consommation du fonds vert, je pense qu'il faut être très prudent. Et donc sur les CPER, moi dans la continuité de la question posée par notre collègue Olivier Jacquin, je vous avais interrogé sur ces mêmes ressources attendues par en particulier les collectivités régionales, sur le VMA déplafonné, sur la taxe de séjour additionnelle. Et puis dernier petit point sur le commerce dans la ruralité. A priori, vous demandez un effort au CCI, aux chambres de métiers et d'artisanat, alors même que ce sont des interlocuteurs précieux pour les commerces ruraux. Qu'en est-il précisément? Je vous remercie. Sébastien Fagna. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question aura un objet unique portant sur les politiques de l'habitat, dont nous savons qu'elles revêtent d'un caractère stratégique au moment où notre pays traverse évidemment une crise du logement, mais aussi dans le contexte d'économie budgétaire exigée auprès des collectivités locales, comme cela a été parfaitement rappelé par mes 2 collègues Jacques Fernic et Simon Uzenat, et sur un point particulier concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, sur 2 volets singuliers. Le premier portant sur les communes nouvelles, puisque lorsqu'une commune est inscrite dans le décret dit de zone tendue, lorsqu'elle se regroupe avec d'autres communes qui n'y sont pas inscrites, de facto elle perd ce statut et les communes nouvelles ne sont pas intégrées dans le décret, et il y aurait de ce côté-ci des pistes à explorer pour que cela ne soit pas un frein à la création de communes nouvelles, puisque généralement, bien évidemment, il y a une cohérence géographique à la création d'une commune nouvelle, et elles peuvent avoir en partage des difficultés liées au marché local de l'habitat. Pour autant, toutes les communes historiques devenant communes déléguées n'étaient pas nécessairement préalablement inscrites au décret de zone tendue. Le deuxième point relatif à la THRS concerne les intercommunalités, puisqu'aujourd'hui le produit est évidemment perçu par les communes. Les EPCI ne peuvent pas activer ce levier fiscal, alors même qu'elles mènent des politiques de l'habitat à l'échelon local particulièrement ambitieuses, qu'elles sont le support des programmes locaux de l'habitat, et nous savons à quel point il est essentiel qu'à l'échelle de bassin de vie, des stratégies communautaires puissent être menées à bien avec les moyens financiers afférents. Un amendement a été déposé dans le cadre du débat du projet de loi de finances pour 2025 à l'Assemblée nationale portant sur cela, pour que les EPCI puissent
en percevoir le produit. Malheureusement, il n'a pas été adopté et cela met des intercommunalités dans une situation délicate. Je prendrai exemple de l'une d'entre elles, qui est Granville-Terre-et-Mer, dans le département de la Manche, que je connais particulièrement bien, dont les recettes fiscales liées à l'économie de production sont particulièrement faibles, puisque son économie s'articule avant tout autour des services et notamment du tourisme. Et les économies exigées dans le cadre du PLF pour 2025 met cette EPCI dans une situation particulièrement délicate, puisque c'est plus d'1,5 million qu'ils vont devoir trouver pour équilibrer leur budget pour l'année prochaine, et pouvoir percevoir la THRS sur un territoire qui est lui-même soumis à une vague croissante de résidences secondaires serait un moyen d'avoir une bouffée d'oxygène budgétaire, mais aussi de retrouver les moyens d'action de sa destinée en matière d'aménagement du territoire et singulièrement des politiques de l'habitat. Donc, Madame la Ministre, êtes-vous prête à ouvrir la discussion pour que nous puissions trouver des solutions sur ces 2 points particuliers? Je vous remercie. Merci. La parole est à Marta de Cidrac. Merci, Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué dans vos propos un rapprochement entre les différentes dotations, notamment DSIL et DETR. Vous dites que vous souhaitez ainsi parvenir à une forme de simplification pour ces dotations, avec une forme de souplesse à l'intérieur des différentes enveloppes. Ces dotations, comme cela a déjà d'ailleurs été rappelé, sont aujourd'hui des soutiens vitaux pour de nombreuses communes. Et même si l'idée peut paraître effectivement séduisante, l'expérience nous a souvent prouvé que ce genre de mouvement a quand même pour effet, sous couvert de rationaliser, en réalité de réduire les montants alloués aux communes. Et quand on voit les tendances effectivement du PLF 2025, on a quelques raisons de s'en inquiéter. Donc je voulais vous entendre là-dessus pour que vous nous rassuriez, Madame la Ministre. D'autre part, je tenais aussi à vous alerter sur la logique de péréquation que vous allez renforcer dans ce PLF 2025 dans mon département, mais je suis certaine que ce n'est pas le seul. Cette logique coule littéralement les finances de nombreuses communes. On a de vraies difficultés pour certaines communes qui se profilent à l'horizon au-delà de toutes les autres. Donc juger la richesse d'une commune sur son potentiel fiscal simplement et non sur ses moyens réels est un biais que l'administration fiscale franchit allègrement et est vécu comme une véritable injustice, d'autant plus qu'il n'y a absolument aucune contrepartie pour les communes concernées. Donc je voulais également vous alerter là-dessus, Madame la Ministre, et vous entendre sur votre sentiment d'injustice qu'éprouvent aujourd'hui nombreuses communes. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier et à l'issue, vous répondrez à mes collègues et il y aura une deuxième série de questions. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En tant que rapporteur pour avis des crédits relatifs à l'eau et la biodiversité, je voulais vous interroger sur les évolutions du fonds vert, mais vous en avez déjà parlé. Mais pour avoir, vous l'avez dit, enfin, ce fonds qui diminue malgré son intérêt pour les collectivités, qui passe de 2,5 milliards d'autorisation à 1 milliard. Alors effectivement, ici, on comprend et on partage même la nécessité de redresser la trajectoire budgétaire de notre pays, mais bon, c'était une politique qui apportait des résultats et en plus qui avait une certaine souplesse. Je rejoins en cela la question de ma collègue Marta de Cidrac. C'est vrai que le fonds vert, il avait une forme d'agilité qui était appréciée par les élus. Et en matière d'investissement pour l'adaptation au changement climatique, il est important d'avoir de la prévisibilité et les à-coups en la matière avec des gels et des annulations de crédit, c'est un mauvais signal. Donc comment vous envisagez de consolider une trajectoire de soutien aux élus locaux pour l'action en direction de l'environnement et de la biodiversité pour que ce soit plus lisible et à l'abri des aléas budgétaires pour les prochaines années. Et pourquoi pas, comme ça a été évoqué, entre la fusion de la DETR et de la DSIL, qui est soit l'image du fonds vert, pour diminuer des frais de gestion. Alors pas diminuer l'enveloppe, comme ça a été justement dit, mais diminuer les frais de gestion, réduire le nombre d'interlocuteurs, que ce soit glissant, et également aussi avoir cette possibilité, une programmation pluriannuelle de ces investissements, avoir le contrat avec l'État. Et quand on parle de complexité du montage des dossiers,
Vous le savez, Madame la Ministre, il y a quand même des tensions ressources humaines dans nos communes et notamment dans les communes rurales sur la problématique des secrétaires de mairie. Et donc, dans le montage de ces dossiers, on voit que c'est un point à avoir à l'esprit dans cette volonté de simplification. Et puis, j'aurais également un autre point à soulever. Dans un département comme la Mayenne, que vous avez visité récemment d'ailleurs, les élus ruraux font preuve d'une gestion rigoureuse, je dirais même vertueuse des finances publiques, et les nouvelles contraintes budgétaires sont ressenties avec difficulté. Donc, comment le gouvernement compte-t-il soutenir et reconnaître les collectivités locales vertueuses? Donc, envisagez-vous des mécanismes de financement ou d'accompagnement spécifiques pour les territoires ayant une gestion exemplaire? Et enfin, puisque vous êtes en charge de la décentralisation et du renforcement donc des pouvoirs locaux, comment vous envisagez de renforcer les compétences locales afin d'avoir davantage d'autonomie et d'efficacité dans nos territoires, et avec quelles nouvelles ressources ou nouveaux financements? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors déjà, peut-être de manière globale, je reviens sur la question qui a été posée par plusieurs d'entre vous, notamment Monsieur Fernic, Monsieur Jacquin, sur les sujets qui étaient les sujets financiers. Donc, je rappelle, effectivement, vous l'avez dit également, ça a été également rappelé tout à l'heure par Monsieur Uzna. Je l'ai dit, redit la semaine dernière, en aucun cas le gouvernement conduit par Michel Barnier n'a mis en avant les collectivités comme étant responsables de la situation financière du pays. Je crois que c'est important de le rappeler. Après, effectivement, dans un contexte qui est le contexte financier que nous connaissons, il y a effectivement une demande de participation au rétablissement des comptes publics avec une marche élevée qui est la marche de l'exercice 25, avec une volonté de retourner à 5% de déficit, puis ensuite une trajectoire jusqu'en 2028. Alors, à partir de là, il y a effectivement plusieurs éléments qui ont été évoqués alors, j'ai vu, pas plus tard qu'hier encore, André Léniel et évidemment le président Lisnard, et nous avons ensemble revu les différents chiffres. Alors, un premier point déjà, c'est que au moment où il s'agira de parler des prélèvements, on parlera des comptes exécutés 24 et non pas de prévision, ce qui avait été un des premiers éléments qui avait été évoqué, si vous en souvenez, au mois de septembre dernier, où les chiffres qui étaient sortis étaient des chiffres qui étaient sortis à partir de prévisions de consommation arrêtées au 30 juillet. Et l'ensemble des services de l'État, notamment la DGCL, ont tous mis en avant le fait que ces prévisions à mi-année se révèlent toujours en fin d'année totalement fausses. Donc je crois que c'est important qu'on se le dise. Derrière, dans les éléments, effectivement, la déclinaison des 5 milliards, je l'ai dit tout à l'heure en répondant à une question au gouvernement, je le redis, vous savez tous la manière dans laquelle ce budget a été construit, et le budget qui va arriver devant vous maintenant est un budget qu'on considère comme étant une version 0, puisque nous repartons du texte initial du gouvernement, et le gouvernement a fait part de sa volonté de l'amender et de travailler. Vous imaginez que depuis le mois de septembre, nous avons beaucoup travaillé avec à la fois les régions, les départements, mais également avec les établissements publics de coopération intercommunale et avec les communes. Ce qui veut dire que nous partons d'une copie qui est une copie de 3 milliards d'euros qui sont financés par un prélèvement, c'est l'article 64, alors bien évidemment de 2% sur les recettes réelles de fonctionnement de collectivités dont le budget est de plus de 40 millions d'euros. Il y a effectivement cette rétroactivité du FCTVA à 800 millions d'euros, et il y a 1,2 milliard de gel de la TVA et 1 milliard sur le fonds vert. Le fonds vert, j'en ai déjà parlé. Sur le sujet FCTVA, sur le sujet prélèvement, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il s'agira de la copie finale, et je pense que le travail que nous aurons à mener, notamment avec le Sénat, sera, j'ai bien sûr rencontré vos rapporteurs, sera de regarder comment nous pouvons travailler. Alors je suis très claire, il y a un bas de page qu'il faut que nous trouvions, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a des économies que nous devrons trouver différemment, mais en tout cas, je suis là pour vous dire la volonté du gouvernement de manière très importante, et du Premier ministre en particulier, et il aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet dans les jours qui viennent, de travailler avec chacune des strates pour apporter des réponses. Et je vais tout de suite
évoquer un des sujets qui a été notamment abordé par Monsieur Jacquin sur tous les sujets concernant le transport. Très concrètement, le gouvernement est effectivement très ouvert à travailler avec vous, et je pense que François Durouvray vous l'a dit, sur les sujets de versement mobilité. Le codicile que nous mettons, c'est qu'en revanche, le gouvernement est engagé sur du versement mobilité qui est lié réellement à de l'investissement sur du réseau. En d'autres termes, l'idée, c'est de regarder comment, effectivement, dans une logique de décarbonation, nous pouvons aller plus loin dans l'organisation, l'équipement du pays sur le sujet. Nous avons également, et donc ça revient à la question qui a été posée par M. Fernic, qui faisait référence à l'Île-de-France. Effectivement, le sujet, c'est que nous élargissions et que très concrètement, nous ne nous arrêtions pas à l'Île-de-France, mais qu'il y ait bien, au niveau local, une capacité pour les collectivités à travailler sur le sujet. De la même manière, il y a une réflexion qui est ouverte sur le déplafonnement du plafond, c'est le cas de dire, pardon pour ce tautologisme, de la carte grise, qui est un autre élément qui peut apporter une réponse. Nous avons également sur le champ fiscal une autre réflexion qui concerne plutôt les départements, qui concerne le plafond des DMTO à 4,5%. Et quand je dis ça, je suis en même temps très consciente, je l'ai dit tout à l'heure en répondant à votre collègue, que incontestablement, je sais très bien que le revenu par habitant généré par les DMTO n'a rien à voir entre les Alpes-Maritimes au hasard et le département des Ardennes, pour prendre deux départements. Donc c'est incontestablement un élément de réponse, mais qui ne répond pas à tous les sujets. Sur l'écotaxe, il y a effectivement des sujets qui sont des sujets qui ont commencé. Je pense notamment à la collectivité européenne d'Alsace. Je pense également à la région Grand Est. Je rappelle que la région Grand Est a fait le choix, et je parle devant un vice-président de la région Grand Est qui me corrigera, mais la région Grand Est a fait le choix de reprendre le réseau des routes nationales, et donc sur une logique qui est une logique aujourd'hui de mise en place effectivement de l'écotaxe. Donc c'est un sujet sur lequel effectivement il y a vraiment un point important. Si je reviens une seconde sur l'EVM, l'idée c'est bien aussi d'associer les entreprises, parce que quelque part faire payer les entreprises pour le versement mobilité, c'est important qu'elles puissent être associées dans les choix qui sont faits en termes de mobilité. En d'autres termes, qu'elles puissent effectivement que les aménagements qui soient faits aient un lien avec le déplacement des salariés des entreprises. C'est quand même le fondement. Je rappelle que moi je suis très attachée comme vous, monsieur le sénateur, à la mobilité en zone peu dense, et je le dis d'autant plus que je l'ai fait dans la communauté urbaine que je présidais, avec des sujets qui sont, comme vous l'avez fort bien dit, alors vous appelez ça un bouquet, la champenoise va vous parler d'une grappe, mais je pense qu'on va dire la même chose, c'est-à-dire la capacité que nous devons avoir d'articuler effectivement différentes solutions qui vont du transport à la demande en passant par le covoiturage. On a besoin effectivement de différents éléments. Moi, j'y suis très sensible, et ce que l'on voit, c'est que quand on met en place ce type d'offre, il y a effectivement pour nos concitoyens des utilisations qui se font. Donc on est là un peu trop souvent dans une logique de poulet d'œuf, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, les gens ne les prennent pas, mais quand il y en a, enfin moi je le vois sur mon territoire, les gens l'utilisent, donc je crois que c'est important. Dans les mobilités en zone peu dense, je rappelle que le plan France Ruralité, c'est 30 millions par an sur 3 ans, que pour 2024, il y a 75 dossiers de mobilité qui ont été acceptés. Il y a du véhicule en partage, il y a des mobilités douces. Donc, il y a différentes approches qui existent et qui, je crois, sont tout à fait importantes. Sur le sujet des FRR que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, il s'applique aux entreprises qui ont été créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. Il y a donc bien là une association tout à fait importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les communes sont classées jusqu'au 31 décembre 2027. Ensuite, les entreprises créées avant cette date bénéficient d'exonération pendant 5 ans, et avec ensuite 3 ans de manière dégressive. On a donc bien un caractère transitoire qui est très important, parce que c'est une question de constitutionnalité. Donc, je me permets d'insister sur cet élément. Monsieur Uzenat, vous avez interrogé sur les chefs de projet. Vous avez parlé d'expériences compliquées dans votre département du Morbihan. Nous avons recruté, alors quand je dis nous, c'est pas moi, c'est l'ANCT, a recruté 120 chefs de projet entre fin décembre 23 et fin avril 24. Et malheureusement, il y a eu quelques cas, et je regrette que
vous ayez eu à en connaître. Mais pour le reste, les chefs de projet sont engagés, mobilisés, et ils ont en charge 22 à 25 projets. Donc on voit bien que là, il y a clairement des sujets qui fonctionnent. Vous nous avez également interrogé sur les crédits de la NCT. Alors effectivement, il y a une approche qui est une approche budgétaire qui demande un effort. En fait, ce sont les crédits d'ingénierie qui, après être montés à 40 millions d'euros en 2024, passent à 20 millions d'euros. En revanche, comme je l'ai dit, sur Village d'Avenir, les financements de chefs de projet sont maintenus. Territoire d'industrie, les crédits sont maintenus. Et au-delà, nous allons mettre en place un fonctionnement assez souple entre le cabinet du ministre de l'économie, de celui de l'emploi et le mien, de façon à être en capacité, territoire par territoire, à répondre, puisqu'on voit bien effectivement la nécessité de mobilisation. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, d'autant plus que je pense que nous avons un sujet majeur qui est celui du bassin de vie vécu et de l'entreprise sur le bassin de vie vécu et des conséquences que cela peut avoir, parce que nous savons tous, dans l'expérience territoriale qui est la nôtre, que selon les territoires, la fermeture d'une entreprise n'a pas forcément toujours les mêmes conséquences. Et moi, je suis très sensibilisée, notamment à une partie de notre pays, qui est une partie sur laquelle nous avons des départements. Les cartes de l'ANCT sont extrêmement claires là-dessus, sur des zones de fragilité. Et sur certains territoires, dans les 1300 bassins de vie vécus, on peut se retrouver avec la seule entreprise du territoire qui soit fermée, avec les conséquences que l'on voit sur les territoires, dont il y a donc une nécessité de mobilisation tout à fait importante. Vous avez interrogé sur la complexité, l'articulation sur ces PER, ces RTE. Moi, je tiens à dire que pour les élus ruraux, et j'oserais dire pour tous les élus, il y a pour moi un correspondant local de référence, c'est le sous-préfet, voire le préfet. Et ça me permet d'aborder un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de la décentralisation. Je crois qu'avant de parler d'une grande vague de décentralisation, monsieur le sénateur Chevrollier, on va déjà parler de déconcentration et de regarder comment finalement le représentant de l'État au cœur du territoire a effectivement capacité à répondre aux attentes de nos concitoyens. Parce que pour échanger régulièrement avec le maire, lui, il connaît le sous-préfet, il connaît le préfet, et c'est eux qui finalement sont en quelque sorte ceux qui font les mises en réseau à l'échelle du territoire. Et je crois que ça simplifie considérablement la vie des élus et qu'il y a là un élément tout à fait important. Madame de Sidra, vous avez évoqué tout à l'heure la notion rapprochement des CIL, des ETR. Nous n'en sommes qu'au stade de la réflexion. Évidemment, si nous devons entamer une réflexion comme celle-ci, ça sera budget constant. Je vous rassure, il n'est pas question de donner une masse qui consisterait à diminuer chacun des budgets, et d'autre part dans la concertation. C'est-à-dire que là, je me situe déjà, et je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, dans l'après-budget 25 et dans un travail qu'on pourrait commencer dès le début de l'année 25 sur des démarches de simplification. Alors, il y a des choses qui sont très demandées. Je pense par exemple au seuil de marché public, pour prendre un exemple, ce qui s'était passé pendant le Covid, qui n'existe plus au moment où nous parlons. L'idée, c'est vraiment de reprendre des réflexions autour de la simplification, et c'est à ce titre-là, et pour des notions d'instruction vraiment de dossier unique, pas du tout sur une notion de recherche d'économie, mais je vous répète, rien à ce stade dans le budget 25, et je pense que c'est important qu'on puisse se le dire. Je profite, monsieur Chevrollier, pour dire que, comme vous, j'attache beaucoup d'importance au secrétaire de mairie. Le texte qui a été discuté récemment est l'occasion de le mettre en avant. J'avoue que je n'ai pas grand-chose à vous répondre sur le bonus sur les collectivités qui seraient des collectivités vertueuses à ce stade, même si je comprends le bien fondé de l'idée. Merci. La parole est à Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur le dispositif France Ruralité en resaluant la décision de sécuriser juridiquement dans le projet de loi de finances les 2168 communes sortantes du dispositif, comme vous avez pu le souligner. Mais je n'ai toujours pas compris le pourquoi on a retenu la date de 2027 et non pas de 2029. Donc, si vous pouvez me réapporter des précisions sur ce sujet-là, ça m'intéresserait. Mais je voudrais aborder également ce qu'on appelle un peu les effets de bord
et le fait que certains maires et présidents d'intercommunalités élus sont confrontés à des critères qui, malgré leur bonne volonté, apparaissent souvent peu adaptés aux réalités spécifiques de chaque territoire. Et c'est toute la difficulté de la différenciation, d'ailleurs, dans la mise en place de ce dispositif, et on pourrait peut-être l'assouplir plus tard à la main des préfets, mais c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir. Mais j'aimerais vous entendre donc non pas sur une modification des critères, mais sur une solution complémentaire qui, je crois, pourrait rendre ce dispositif plus cohérent et ambitieux. En effet, les nouveaux critères FRR ne prennent pas suffisamment en compte les communes rurales dites sous influence localisées dans une aire d'attraction d'une ville de plus de 50 000 habitants. Alors, il y a eu une proposition qui a été travaillée avec la DATAR, qui est celle d'ajouter ce critère supplémentaire qui tiendrait spécifiquement compte de la réalité périurbaine, cette zone trop souvent négligée, pourtant particulièrement vulnérable, qui est prise entre les défis du développement urbain et les contraintes du rural. Trop souvent laissée pour compte dans les dispositifs publics, cela mérite donc une attention particulière dans le cadre de toute politique de revitalisation. Et donc, en intégrant ce critère supplémentaire, nous permettrions à la fois une meilleure prise en compte des spécificités du périurbain et une politique véritablement ambitieuse qui ne se contenterait pas de réparer ce qui est déjà dégradé, mais qui anticiperait les besoins futurs de ces territoires en pleine mutation. L'importance et l'influence budgétaire est assez relative. Il y a eu des contacts avec Madame la ministre Gatel, bien sûr, sur le sujet. Donc j'aimerais vous interroger sur les possibilités qu'il y aurait de pouvoir avancer sur ce sujet qui permettrait de finaliser peut-être les rattrapages que l'on a pu essayer de mettre en place. Et puis, vous avez évoqué les maisons France Service. Elles ont été évaluées dans le cadre de la Cour des comptes, il faut le souligner. Mais je voulais indiquer que, sauf information contraire de ma part, et je suis prudent, je n'ai pas le sentiment qu'il existe un cadre commun d'évaluation des maisons France Service. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous n'avons pas de reporting en tant que parlementaires aujourd'hui sur le fonctionnement des maisons France Service, notamment à l'échelle départementale. Je pense que là, il y a sans doute un manque. Et dernier point que je voulais aborder, alors je vous ai écouté avec attention, on voit bien les pistes de travail qu'il peut y avoir dans le cadre du PLF, et notamment sur le déplafonnement du versement mobilité au bénéfice des régions. Mais je voudrais avoir une précision peut-être pour avancer. Ce déplafonnement, évidemment, pourrait contribuer à cofinancer les SERM, et la conférence de financement est très attendue, et le ministre du Rouvray en a parlé, et on verra bien. Mais est-ce que ce déplafonnement financerait également les infrastructures encore plus lourdes, comme les LGV, par exemple? Parce que là, ça remettrait encore un peu plus en question l'esprit initial de la LOM, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'aimerais avoir des précisions sur le sujet. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Cédric Chevalier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais faire un petit pas de côté et peut-être parler d'un sujet qui est hautement sensible dans les collectivités territoriales et qui a un impact dans le cadre de leur développement. On a eu, il n'y a pas très longtemps, une réunion avec l'ensemble des sénateurs sur le sujet. C'est le ZAN. Je pense que vous avez très largement déjà entendu de ce terme-là, et je crois même que dans la communauté urbaine que vous avez présidée, c'est un sujet qui est revenu très souvent. J'avais cru comprendre lors de l'intervention du Premier ministre qu'une désévolution était en cours, sans remettre forcément en cause l'esprit de la loi. Pouvez-vous nous donner un certain nombre de pistes sur ces évolutions? Imaginez que nous allons desserrer peut-être l'étau, et notamment sur l'agenda, prendre peut-être un peu plus en considération les spécificités, les attentes du territoire, et comme donner un peu plus d'agilité. Et comme l'a dit mon collègue Guillaume Chevrollier sur la vertu en matière de finances publiques, de gestion des finances, aussi reconnaître les communes vertueuses en matière de consommation foncière. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour parler d'un autre sujet, peut-être moins large en matière financière. Je voudrais simplement rappeler que dans un rapport de l'Inspection générale de l'administration des affaires sociales sur la formation des élus locaux, qui estimait qu'à 3% le nombre d'élus locaux qui se formaient chaque année. Et d'ailleurs, ce sont les chiffres qui étaient fournis à la mission par la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le dispositif. Le nombre de dossiers a baissé depuis 2021, passant de 46 000 à quasiment 11 338. Alors, simplement vous dire que ce dispositif, en tout cas de formation, est permettez-moi l'expression, une véritable usine à gaz. Et je voulais savoir quelles étaient les pistes pour simplifier ce système, sachant quand même que ces formations sont déjà financées par un fonds alimenté par les cotisations obligatoires
collectés par la CDC auprès des collectivités territoriales et qui restent pourtant inutilisés et immobilisés à la CDC. Donc ce n'est pas visiblement perdu pour tout le monde. Pour autant, c'est un euro parmi un autre qu'il faut, qui est poncté sur les communes. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Christine Herzog. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous l'avez dit, et Monsieur le Premier ministre l'a dit aussi, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction du FCTVA de 800 millions d'euros. À compter du 1er janvier 2025, son taux passera de 16,4% à 14,85%. Il s'agit d'une baisse massive et brutale qui frappera toutes les collectivités territoriales. Je vous rappelle que ce fonds est la principale aide de l'État aux collectivités en matière d'investissement. Il est important que le gouvernement reconsidère cette baisse du FCTVA. Par ailleurs, il serait judicieux, aussi sur le même sujet, pour les petites communes de réduire le différé de remboursement de 2 ans à 1 an. Sur le même sujet, enfin, pouvez-vous nous dire si le seuil de 100 000 € en marché public de travaux sera pérennisé après le 31 décembre prochain? Je vous remercie. Et donner la parole à Marie-Claude Varayas. Oui, merci. Madame la ministre a bien y regardé. Si l'on tient compte des 5 milliards de prélèvements, de la baisse du FCTVA qui vient d'être évoquée, de la stagnation des dotations qui ne prennent pas en compte l'inflation, nous ne serons pas loin des 10 milliards d'euros qui seront ponctionnés cette année sur les collectivités. Je le rappelle, accusé par l'ex-ministre des Finances d'être responsable du déficit public, alors que leur dette ne représente, je le rappelle, que 8% de celle de l'État et que, par ailleurs, elles sont tenues de voter annuellement leur budget, elles, en équilibre. Cette situation, au-delà d'être injuste, bien évidemment, pour les collectivités, ne sera pas sans répercussion sur l'économie, lorsque l'on sait qu'à elles seules, elles réalisent, je le rappelle, plus de 60% des équipements publics du pays. Les diminutions importantes, bien sûr, de MaPrimeRénov' et du Fonds vert vont porter un coup très sérieux au travail engagé en matière d'isolation des logements, et nous en avons grandement besoin, et des bâtiments publics, et va à l'encontre des objectifs climatiques. Or, nous savons que réduire les gaz à effet de serre ne coûterait que le quart du coût des dommages résultant des catastrophes climatiques, soit un retour sur investissement d'au moins 4 pour 1. Quant aux départements, ils subissent la double peine, nous le savons tous, économique avec la baisse des droits de mutation et l'augmentation de leurs dépenses sociales, notamment au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dans mon département, nous avions 1000 enfants à l'aide sociale à l'enfance il y a 10 ans, nous en avons 1700 aujourd'hui. Désormais privés de fiscalité, ils sont devenus, ces départements, dépendants des aléas de l'économie puisqu'ils ne récupèrent qu'une part de la TVA. Enfin, Madame la Ministre, un débat semble s'installer autour de la taxe d'habitation qui rapportait plus de 20 milliards d'euros. Fallait-il la supprimer? Qu'en pensez-vous? Et d'ailleurs, à ce propos, je souhaiterais vous faire part des conséquences financières générées par l'application de ce fameux COCO, ce coefficient correcteur, depuis cette suppression de la TH sur nos territoires plutôt ruraux. J'ai fait les comptes, et dans mon département, par exemple, en Dordogne, comme je le pense d'ailleurs, ça doit être le cas dans la plupart des départements ruraux, les montants de la taxe foncière transférés par le département aux communes dépassent en volume ceux de la suppression de la TH. Ce qui fait que cet excédent, qui pour nous s'élève à 57 millions d'euros en 2023, quitte le département pour aller vers l'urbain, c'est-à-dire vers les communes urbaines qui ont besoin d'être compensées au niveau de la TH parce qu'elles avaient une TH plus élevée que celle des communes rurales. C'est regrettable parce qu'il s'agit là de l'argent des contribuables locaux de mon département qui était légitimement destiné à financer des équipements et des services sur leur territoire. Cette situation, ne pensez-vous pas qu'elle mérite réflexion et peut-être aménagement futur? Enfin, je me permettrai, Madame la Ministre, de vous dire, fallait-il aussi supprimer l'ISF qui aurait produit les 5 milliards prélevés sur les collectivités aujourd'hui? Merci. Je donne la parole à Philippe Tabarot.
C'est vrai. Deux petits mots, Madame la... Non, plus que 4 hein, de ce matin. Non, 2 sujets que j'aimerais aborder, Madame la Ministre. Premièrement, des sujets dont on a déjà parlé avec votre ministre délégué au transport, mais qui me paraît essentiel d'aborder également avec vous sur la question des mobilités et des financements, comme l'ont fait... comme l'a fait notamment mon collègue Jacquin. Nous l'avons dit, il est légitime que le gouvernement cherche à réduire les déficits. Nous abordons ce PLF dans un esprit de responsabilité. Le gouvernement a entrepris de lever de nouvelles recettes assises sur les transports. En clair, il y aura plus d'impôts sur les transports. Ce qui est moins évident, c'est qu'il y a moins de recettes fléchées vers leur financement. Je ne suis pas opposé à un tour de vis en situation d'urgence, mais la responsabilité n'exclut pas la vigilance. Et notamment, là, notre rôle de contrôle parlementaire est plus que nécessaire pour faire de la pédagogie pour qu'aucune des économies ni aucune des hausses de ressources issues des taxes des transports ne vont au transport. Une AFIT avec moins de ressources, une TICPE réduite vers les transports, une SNCF assujettie à plus de versements, le secteur aérien lourdement taxé, les taxes au tonnage dans le viseur avec une atteinte au pavillon français. Donc pour éviter cet écueil, ne pourriez-vous pas, Madame la Ministre, flécher davantage les contributions fiscales assises sur les transports vers le financement des mobilités? Et le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est un sujet que vous connaissez très bien aussi, la question des ZFE, qui se trouve... Alors, je crois penser que c'est dans votre ministère, mais excusez-nous. Alors, bon, bah, écoutez, je vais me profiter de l'aborder, mais on a beaucoup de difficultés, je ne vous le cache pas, à voir quels sont les sujets de votre compétence et ceux de votre collègue Pannier-Runacher. C'est quelquefois un petit peu compliqué, donc si vous pouvez lui transmettre cette demande, tout simplement... de se dire qu'en dépit des récents assouplissements des règles en matière de ZFE, 2 métropoles, Paris et Lyon, prévoient d'interdire la circulation des véhicules à partir du 1er janvier 2025, vous le savez, notamment les vignettes critères 3, ça touche beaucoup de véhicules. Dernière solution en date de la métropole parisienne, un pass 24 heures. Qui permettra aux propriétaires de ces véhicules de se rendre dans la ZFE une poignée de jours par an. On est encore, je pense, dans une folie normative qui se conjugue à Paris au mépris social et pousse les collectivités malgré elles à prendre des initiatives qui sont malheureuses pour s'en sortir. Alors, je connais la position de l'ancienne présidente du Grand Reims sur cette question des ZFE. Sans vouloir vous piéger si ce n'est pas dans votre domaine de compétence, mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse de mon retard, mais on connaît tous le coût des accidents de personnes sur nos agendas quand on prend le train. Quelques points rapidement sur le ZAN. Nous rouvrons pas totalement le débat, mais je pense que le Sénat a fait œuvre utile en rendant le ZAN plus applicable, mais le rendre plus applicable et en passer les grands principes par-dessus bord, ça n'est pas la même chose. Et très clairement, au moment où Malaga connaît la même situation que Valence, on voit bien qu'il faut donner un coup d'arrêt à l'artificialisation et préserver les surfaces agricoles utiles. Autant dire que si on remet en cause le demi-plafond du ZAN, on connaîtra les mêmes difficultés que les autres territoires aujourd'hui face au changement climatique. Mais je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler. Deux questions très précises qui reviennent. Alors, on est dans une période politique un peu troublée avec des majorités qui ont bougé depuis quelques mois, mais je pense quand même que respecter le travail du Sénat, ça peut être un élément de stabilité dans cette période curieuse. Et le Sénat avait beaucoup travaillé sur plusieurs points, y compris avec derrière des recettes pour les collectivités territoriales. Je reprends notamment l'excellent travail fait par le rapporteur Didier Mandelli sur le partage de la valeur des énergies renouvelables, avec cette idée que les territoires qui faisaient l'effort d'accueillir des énergies renouvelables bénéficiaient de la plus-value ainsi créée. Les décrets d'application de ce partage de la valeur n'ont jamais été publiés. On me dit dans l'oreillette que Bercy les bloque aujourd'hui. Or, là, ça n'est pas du budget de l'État, parce que c'est les opérateurs qui financent, et c'était quand même des sommes assez considérables. Donc, est-ce que nous pouvons au moins essayer de préserver les recettes que nous avons
mis en place ici au Sénat, qui donnerait un peu d'air aux collectivités territoriales sans pour autant grever le budget de l'État. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas si vous avez la réponse aujourd'hui, mais si on pouvait retrouver trace des décrets sur le partage de la valeur, je pense que nous créerions ainsi de la recette. De même, nous avions revoté dans l'hémicycle de manière consensuelle la création d'une dotation climat pour les collectivités. C'est même un peu un running gag puisqu'on a dû la voter 5 ou 6 fois. La différence la dernière fois, c'était 200 millions d'euros d'accompagnement de la mise en œuvre des PCAET pris dans le cadre du fonds vert, mais donc fléchés sur du fonctionnement. Je réinsiste sur ce point, et dans le cadre d'une contractualisation entre les territoires et l'État. Le ministre Christophe Béchu s'était engagé devant le Parlement à appliquer cette décision, ce qui était un peu nouveau par rapport aux fois précédentes où on avait eu des ministres assez évasifs et effectivement on avait perdu en CMP, mais là Christophe Béchu avait vraiment pris position en faveur de cette dotation dont il avait bien compris l'intérêt en lien avec justement la décentralisation de l'action climatique et les COP régionales. Néanmoins, là encore, cette enveloppe a été emportée au printemps, alors que je crois qu'il y avait vraiment eu un travail assez transpartisan et assez précis du Sénat sur ce point. Donc est-ce que, même dans le cadre d'un fonds vert réduit, est-ce qu'on peut retrouver cette somme qui redonnerait aussi des capacités en ingénierie au territoire et qui derrière ferait aussi que le fonds vert restant serait mieux potentialisé sur les actions les plus impactantes en termes de climat, adaptation comme réduction des émissions. Donc Madame la Ministre, si vous pouvez là aussi retrouver la trace de ce que nous avons voté de manière assez unanime ici, je crois que c'est très attendu pour les territoires qui aujourd'hui sont souvent un peu attentistes sur les questions climatiques, faute de moyens d'ingénierie et de moyens de fonctionnement. Merci. Je n'ai plus de demande de parole. Eh bien, je vais donner la parole à Madame la Ministre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je prie Monsieur le Sénateur de bien vouloir m'excuser. J'ai oublié de répondre sur la THRS concernant le logement. Vous le savez, le choix qui a été fait en 23, puisque ça date de 23, l'extension a été réalisée à l'échelle communale. À l'époque, il a été considéré que le maillage communal permettait la prise en compte la plus fine de la situation du marché immobilier résidentiel. Et depuis, il n'y a pas eu d'évolution sur le sujet. Donc, à ce stade, je n'ai pas de meilleure réponse à vous apporter, sauf au moins à partager avec vous cet état de fait. Des questions diverses sur France Service. Monsieur le sénateur Hervé Gillet, vous nous avez demandé quel était le cadre commun s'il y avait un cadre commun d'évaluation. Oui, il existe, c'est celui de l'AFNOR, qui est mandaté par l'ANCT pour le faire, avec des critères qui sont par exemple les horaires d'ouverture par semaine, le nombre de personnes minimum, la signalétique, et puis ensuite on a également des mesures sur le taux d'activité, le nombre d'usagers par jour. C'est comme ça d'ailleurs que je suis capable de vous dire qu'on a dépassé le million. On a le taux également de finalisation des demandes. On a 96% des demandes qui vont au bout, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et donc, pour être clair, il y a eu 900 France Service évalués par l'AFNOR en 2024, après 3 ans d'existence des premières France Service. Voilà. Ah bah, écoutez, je ne doute pas qu'on puisse vous donner communication, bien évidemment. Travail de contrôle de la représentation nationale. Il y avait alors le cas auquel vous faites référence, je reviens cette fois-ci sur le sujet ZRR versus FRR, c'est un cas que tout le monde connaît, qui est le cas de la Réole dans votre département. Alors, 2 sujets. D'abord, le premier sujet, c'est pourquoi 3 ans 3 ans parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je me permets de le rappeler, parce qu'en fait, c'est la réintégration de communes qui, quand on regarde les critères qui ont été mis à l'époque, ces communes ne devraient plus être bénéficiaires de ces dotations. C'est la raison pour laquelle elles ont été mises dans une espèce de sortie en sifflet, d'où la nécessité 27 versus 30 pour les autres. Ensuite, et donc ça, ce sont les 2168 communes, pour être précise, qui ont été, entre guillemets, réintégrées. Alors, je comprends bien, monsieur le sénateur, la volonté qui est la vôtre d'essayer de se dire, pourquoi pas 2169, avec un critère supplémentaire. La seule difficulté, c'est que si vous réintégrez ce critère, il faut réintégrer le critère
secrétaire pour tout le monde. Et donc là, vous rouvrez complètement ce dossier. Et donc, c'est là la difficulté de cette réforme. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, le sujet n'est pas allé plus loin, même si on est toujours, comme fréquemment malheureusement, dans des situations d'effet de seuil qui sont très compliquées pour celles qui, évidemment, n'entrent pas dans le sujet. Sur la question qui a été posée par M. Chevalier sur le ZAN, alors j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la volonté du gouvernement n'est absolument pas d'organiser le grand soir du ZAN. Ça me permet, monsieur le sénateur, de faire allusion, monsieur Dantec, à ce que vous venez d'évoquer. En d'autres termes, il n'est pas question de casser la dynamique. La cible à 2050 est évidemment absolument importante. L'étape transitoire, le rendez-vous de 2031 est tout à fait important. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec les sénateurs Gambier et Gaillon qui me présentaient les éléments du rapport qui a dû être publié cet après-midi à 15h, si je ne me trompe pas. Dans leur rapport, il y a des documents, il y a des analyses qui sont tout à fait intéressantes, notamment sur la définition des zones, les EFA, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire les espaces forestiers, agricoles et naturels, les EFAN. Et puis, voilà... Les ENAF, pardon, je ne mets pas dans le bon ordre, et les PENE sur la partie mutualisation de ce qui concerne notamment les consommations sur les grands projets d'intérêt nationaux et européens, pour prendre le terme exact de l'acronyme. Nous avons eu un rendez-vous extrêmement intéressant. Le but de la manœuvre, c'est que et ça me permet de répondre aux commentaires sur le respect et l'intérêt des travaux du Sénat, l'objectif, c'est évidemment d'aller plus loin et de regarder comment nous pouvons effectivement travailler. Moi, je ne vous cache pas que je vais ouvrir cette discussion avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec beaucoup de prudence, parce que, je le répète, le sujet, ça va être évidemment d'agir sur les volumes, et dès qu'on agit sur les volumes, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Les différents points de départ doivent permettre des ajustements, mais peut-être des redistributions de marge dans l'application, mais ce n'est pas de la redéfinition totale. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a probablement un mix à trouver par rapport aux SRADET qui viennent d'être votés. Je prends votre région qui est la nôtre, cher sénateur Chevalier. Honnêtement, au moment où la région vient de voter son SRADET, on ne va pas commencer à le rendre obsolète. Donc on voit bien qu'il y a là tout un travail à mener et qui va nécessiter, et tant mieux, on est là pour ça, qu'on passe un peu de temps autour du sujet pour regarder comment effectivement assouplir sans pour autant tout remettre en cause. Je continue avec le sujet global de fiscalité des transports. Je dis tout de suite qu'il n'est pas question de modifier à ce stade les compétences, cher sénateur Tabarot, et que la LGV dépend du réseau national et qu'il n'est pas question d'aller utiliser les budgets des versements mobilité pour les LGV, faute de quoi... Oh pardon, je vous prie de m'excuser, excusez-moi. J'essaie de faire attention, mais je suis désolée pour le côté imparfait, de cette approche. En tout cas, le fond, restons sur le fond. Sur le fond, l'idée, c'est absolument pas d'aller prendre la question du financement national des LGV, sinon les versements mobilité, évidemment, n'y suffiraient pas. Donc, très concrètement, les transports long du quotidien, là, effectivement, on est sur des logiques qui sont des logiques d'équipement du territoire. Après, se pose la question, là, pour le coup, elle est bien du sénateur Tabarot, sur flécher les transports. Il faut juste qu'on soit vigilant. Et je vais me permettre de vous prendre un exemple, celui de la TICPE. On aura très vite, peut-être que d'ici là, le gouvernement aura évolué, mais vous aurez très vite, mesdames et messieurs les sénateurs, à travailler sur ce sujet, parce que la TICPE va diminuer évidemment, et donc on va se retrouver peut-être à un moment avec une fiscalité, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais peut-être qu'un jour on sera sur une fiscalité qui va être conduite à s'éteindre dans le cadre de la transition énergétique, et au contraire on a besoin de recettes stables sur une assiette qui intègre les bénéficiaires des transports, et c'est en ça que le VM, je le rappelle, a quand même au départ comme approche, une approche qui est liée à l'organisation de la desserte de transport pour les salariés des entreprises. Et c'est pour ça que dans l'ouverture qu'on fait sur le VM, nous sommes attachés
à ce qui est ce codicile, ça se fait en Ile-de-France d'ailleurs, qui est ce codicile du lien entre les entreprises et les élus pour que effectivement on s'assure bien qu'on avance sur un sujet comme celui-là. Madame Varias, vous êtes revenue sur le sujet du calcul. J'étais, je l'ai dit, avec André Léniel hier. Donc, on a évidemment longuement échangé sur le sujet. Alors, évidemment, vous me dites 10, je vous réponds 5, parce que je vois bien ce qu'il y a dans les additions, et j'ai beaucoup de respect pour le travail d'André Léniel, mais j'additionne pas les mêmes choses. Mais ça, c'est, vous savez, les chiffres ont un sens, mais pour autant, là où nous avons un vrai point d'accord, et c'est très important, c'est effectivement sur l'élément que vous avez souligné, qui était l'élément sur les aides individuelles de solidarité des départements. Très concrètement, je le dis vraiment, moi je suis convaincue que les départements ont une situation à part dans ce contexte liée à cette charge, et je ne veux pas aller plus loin. Le Premier ministre y reviendra, et on a, je répète, beaucoup travaillé avec votre Assemblée, et nous allons avancer sur le sujet. Sur le coefficient correcteur, il induit effectivement que dans certains cas, des territoires ruraux contribuent au financement de territoires urbains, mais on a aussi une compensation pérenne et dynamique qui évolue comme les bases fiscales, ce qui est quand même un élément extrêmement intéressant. Après, pour avoir fait cet exercice sur un territoire mi-rural, mi-urbain qui est le mien, je peux vous dire que globalement, quand je regardais à l'échelle d'une communauté urbaine, notamment en matière d'investissement, l'investissement fait par les urbains sur les territoires ruraux était loin d'être négligeable. Et donc, je pense que quelque part, permettre de faire travailler les territoires entre eux, c'est quand même un élément tout à fait intéressant. Après, que vous dire sur la taxe d'habitation? Les choses sont passées, c'est pas au budget 25. Bon, là, on va peut-être pas être d'accord, mais moi, je ne suis pas du tout opposée à ce qu'à un moment, nous puissions avoir une réflexion qui soit une réflexion sur l'utilisation des services quand on vit dans une collectivité. Parce que ce que l'on voyait quand même, alors je ne cache pas du tout, Madame la sénatrice, évidemment la recette qui était générée. Pour autant, nous savons tous que dans un certain nombre de villes, nous avions beaucoup de nos concitoyens qui n'étaient pas assujettis à la taxe d'habitation et qui donc ne participent pas du tout à l'effort collectif. Alors je suis très consciente, bien évidemment, que pour beaucoup d'entre eux, ils auraient préféré y participer, parce que ça veut dire que leur revenu aurait été plus élevé. Je n'ai absolument, j'ai bien ça en tête, rassurez-vous, dans une ville qui a 43% de logements sociaux, je vois bien ce dont on parle. Pour autant, il peut y avoir de la participation symbolique qui permet aussi de responsabiliser, et je pense que nous ne pourrons pas faire abstraction d'une réflexion comme celle-ci. De la même manière, pas plus tard qu'hier, nous réfléchissions évidemment, aux critères de la DGF, et bien évidemment, vous êtes nombreux à mettre en avant le fait qu'il y a probablement une réflexion de la DGF à envisager. La seule difficulté que l'on a, c'est que dans une période de disette budgétaire comme celle que nous connaissons, c'est plus compliqué de parler de réforme de la DGF, mais en tout cas, c'est évidemment un sujet. Alors après, il y a une série de réponses, je suis désolée de terminer par là, pour lesquelles, malheureusement, je vais faire des réponses plus qu'évasives parce qu'elles ne sont pas chez moi, et je suis navrée, et je pense qu'on gagnera à peut-être essayer d'être plus limpide sur la séparation des budgets entre ma collègue Agnès Pannier-Runacher et moi. La dotation climat pour les collectivités, effectivement, j'entends bien l'engagement de Christophe Béchu, et je ne peux pas manquer d'en parler à la ministre, tout comme bien évidemment sur le partage de la valeur, parce qu'évidemment, il y a des choses à réfléchir. La même chose sur les ZFE. Après, moi, comme le disait Philippe Tabarot, je suis issu d'un territoire comme Cédric Chevalier qui a fait le choix d'aller jusqu'au critère 3, qui nous a permis de revenir à une émission de CO2 qui nous a permis de ne pas aller plus loin, mais qui incontestablement a quand même produit des effets. Je me permets de le dire à la représentation nationale, c'est-à-dire que, sachant que le territoire est différent, parce que, mais là je ne voudrais pas partir sur un terrain qui n'est pas le mien, mais nous étions sur une exclusion circonstanciée. En d'autres termes, toute la ville n'était pas interdite, seule une partie était interdite, ce qui peut-être était une autre réponse, mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les réponses que je pouvais, Monsieur le Président, formuler aux questions qui m'ont été posées. Bien, Madame la Ministre, je tiens à vous remercier vivement de vous être prêtée à ce jeu des questions-réponses dans un contexte effectivement budgétaire qui est compliqué, mais on constate à travers les propos toute l'attention que vous portez effectivement aux collectivités, et vous avez pu comprendre que nos collègues aussi sont préoccupés par l'avenir des collectivités, et également tout ce qui tourne autour des collectivités et du travail qu'il peut y avoir, que
que fournissent les collectivités en matière de commande publique. Oui, Christine. Alors, elle avait posé la réponse sur le plafond lié au marché public. Est-ce que on était resté à 100 000 l'année prochaine? Je n'ai pas pris le micro. À ce stade, je ne sais pas vous répondre, pardonnez-moi. Je vous ai parlé effectivement de commandes publiques sur d'autres montants, mais pas là-dessus. On va vérifier, je ne sais pas vous répondre. Et peut-être que ça peut faire l'objet d'un amendement dans le cadre du PLF. En tout cas, à ce stade, je n'ai pas la réponse. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir répondu. Bien, eh ben, merci. Et puis, bonne soirée. Et puis à très bientôt. J'imagine, Monsieur le Président.